French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelor of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, on va s'entretenir aujourd'hui avec un homme heureux à plusieurs titres. Heureux tout d'abord parce qu'il se trouve très loin de la canicule parisienne dans laquelle on fait cette interview aujourd'hui. Heureux également parce qu'il est entrepreneur français et il est dans un pays qui est très porteur, un pays dans lequel finalement on ne va pas si souvent dans le cadre de cette émission French Boss. Nous sommes aujourd'hui en Chine avec Frédéric Guilloux. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Bonjour, et vous êtes à Shanghai, comme on le voit derrière moi. Alors, c'est un petit peu, vous savez, la thématique, le gimmick de cette émission, Frédéric. On commence toujours par la photo de la ville que nous a envoyée notre invité, et une ville qui est associée à sa vie professionnelle. J'aimerais que vous me disiez, Frédéric, de quelle manière et en quoi la ville de Shanghai a contribué à votre vie professionnelle. Écoutez, tout d'abord, merci pour cette interview. Nous sommes arrivés à Shanghai en 2008, donc ça fait déjà 14 ans. Pourquoi Shanghai? Parce que à ce moment-là, la Chine était un pays très attractif, l'est toujours d'ailleurs, malgré les derniers mois un petit peu compliqués qu'on a vécu avec ce confinement un petit peu difficile. Mais Shanghai reste une ville très attractive au niveau de la vie de tous les jours d'ailleurs. Et en plus de ça, au niveau du business, qui nous permet d'avoir des opportunités qui sont extraordinaires à tout point de vue. Même si je dirais que depuis quelques années, la difficulté du business se fait ressentir au niveau échanges internationaux. Au niveau local, la demande reste importante. Et si vous trouvez votre place sur le marché local, vous avez de grosses opportunités de travail. Donc Shanghai nous a paru attractive il y a 14 ans et reste toujours attractive, et nous sommes très heureux ici à Shanghai, point de vue privé comme professionnel. Frédéric, est-ce que votre société, la vie professionnelle que vous avez eue, on va parler tout à l'heure évidemment de la société que vous avez créée en tant que French Boss, entrepreneur français à l'étranger, est-ce que la vie professionnelle au sens plus large que vous avez à Shanghai, vous auriez pu l'avoir de la même manière ailleurs qu'en Chine et pourquoi pas en France en l'espèce? Ça me semble difficile, ça me semble très difficile. Pourquoi? Je vais de suite enchaîner sur mon Zenfil, qui est la société que j'ai créée il y a 2 ans et demi. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Cette société a été créée le 1er février 2020, en plein Covid. Donc voilà, j'étudie. Je ne pouvais uniquement la monter en Chine, car pendant de 2020 à 2022, la Chine a été épargnée par le Covid, alors que le reste du monde s'est totalement refermé. Donc, c'était impossible de monter notre activité Zenfil acoustique en dehors de la Chine. Alors, depuis février 2022, le karma s'est inversé, et ça a été difficile depuis le début de l'année pour nous, si vous voulez. Mais en tout cas, ça a été une opportunité très, 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 très forte de démarrer une activité en Chine en 2020, parce que la demande du marché local était très importante, alors que le marché international, les échanges internationaux étaient totalement fermés. Donc, pour répondre à votre question, heureusement que nous avons démarré Zenfil en Chine en 2020. Alors, on va parler bien sûr très abondamment de Zenfil, qui est effectivement la société que vous avez créée, vous venez de nous le dire, il y a maintenant 2 ans. Mais on va parler auparavant de ce qu'a été votre vie professionnelle en Chine avant 2008. Racontez-moi, qu'est-ce qui a, d'une certaine manière, façonné, fabriqué l'entrepreneur que vous êtes devenu il y a 2 ans? Écoutez, c'est une longue histoire. Issue d'abord d'un BTS Action commerciale, quand j'étais encore assez jeune, j'ai travaillé de suite dans le groupe de distribution Sonepar, dans la distribution électrique, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai été chassé pour entrer dans une société en tant que prescripteur
une société d'automatisme et de gestion d'énergie qui s'appelle Deltador, qui est une entreprise bretonne de 850 personnes, qui est toujours en activité aujourd'hui. Et en 2014, cette société a eu un nouveau directeur général qui est arrivé du groupe Schneider, qui avait une vision internationale et qui recherchait des jeunes pour partir à l'étranger. Fort de mon master, je souhaitais sortir de France et aller voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et donc, j'ai levé le doigt et j'ai été le premier à partir pour l'entreprise Deltador en tant qu'expatrié. Et à ce moment-là, ça s'est passé à Pékin tout d'abord, en 2008. Puis en 2012, on a basculé à Shanghai. Et ce, pour la société Deltador jusqu'en 2014. En 2014, je n'ai pas souhaité rentrer en France au bout de 5 ans d'activité parce que la Chine nous plaisait tellement très attractive qu'on a souhaité rester en Chine. Et à ce moment-là, j'ai pris la direction d'une JV dans le domaine de l'énergie et des nouveaux matériaux dans le groupe, chez le groupe Aden Service, qui est un peu, on va dire, le pendant du groupe Samsic en France dans le service. Donc, il y a quand même 22 000 personnes dans ce groupe aujourd'hui en Chine. Et ils ont créé une division énergie et nouveaux matériaux, dont j'étais le patron, en collaboration avec un bureau d'études français, Alterea, qui est dont le siège est basé à Nantes. Donc, depuis début 2014 jusqu'en 2019, on a démarré l'énergie. Donc, comment aider les entreprises chinoises internationales, mais en tout cas basées en Chine, à diminuer leurs coûts énergétiques, et en plus, à côté de ça, on a démarré tout ce qui est nouveaux matériaux. Comment, avec des nouveaux matériaux biosourcés, je cherche le mot en français, comment améliorer la qualité de vie des employés sur leur site ou à la maison. Donc, suite à ça, j'avais démarré une activité, une marque acoustique dans le groupe Aden qui s'appelait Acouzen à l'époque. Et en 2019, j'ai décidé de lancer ma propre activité fin 2019 pour ouvrir Zenfil en février 2020. Donc février 2020, on a démarré Zenfil acoustique sur Shanghai. Est-ce que au début de votre carrière professionnelle en Chine, donc en 2008, vous aviez déjà conscience qu'un jour peut-être vous deviendriez entrepreneur et entrepreneur dans ce pays dans lequel vous commenciez à vivre? Alors, il y a deux questions dans votre question. La Oui, première, oui. entrepreneur, mais pas du tout, pas une seule seconde, et encore moins en Chine, parce que tout simplement, je n'avais pas cette fibre entrepreneuriale. Elle est venue en fait avec le temps, à force de découvrir ce pays hyper attractif qui vous permet de toucher un petit peu à tout, de démarrer des business, d'en fermer, c'est hyper simple d'ouvrir une activité. Donc ça m'a permis d'un petit peu de penser la chose et à 44 ans, 45 ans, me dire c'est peut-être le moment de le faire et c'est aussi peut-être le bon pays pour le faire parce que si tu as les bons contacts et si tu es reconnu en tant qu'expert dans ton domaine, et les portes sont ouvertes et on va de suite te cueillir et te crédibiliser en fait. Donc ça s'est fait avec le temps, avec l'expérience, et ça s'est fait en Chine parce que la Chine est un pays pour l'entrepreneuriat qui est merveilleux, quoi. Ouais, ça, c'est important ce que vous venez de dire, à mon avis, Frédéric, c'est l'accueil qu'ont les gens vis-à-vis d'un entrepreneur qui vient de l'étranger. Vous êtes accueillis, me dites-vous, à bras ouverts dès l'instant où votre talent est reconnu et votre manière de faire est appréciée. C'est pas le cas partout. Quand on veut monter une boîte à l'étranger, dans d'autres pays, on vous attend pas forcément les bras ouverts. Ça, c'est une différence importante de la Chine, non? Une différence importante, mais il faut apporter quelque chose de nouveau et d'expert en fait. Si vous êtes perçu, alors il faut bien avoir conscience aussi que l'acoustique en Chine, c'est pas un sujet. Il y a beaucoup de bruit en Chine, il part très fort, etc. On entend les voisins, la voisine du dessus, etc. Donc l'acoustique, c'est un gros sujet tout nouveau pour eux. Le bruit, c'est le quotidien de leur vie. Et le bruit, pour eux, c'est une fatalité. Par contre, quand on commence à leur dire le bruit n'est pas une fatalité, et on peut améliorer votre confort quotidien en pensant un petit peu mieux la structure des bâtiments, en pensant en améliorant l'intérieur des bâtiments. Là, on vous écoute et on vous prend en tant que qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, et ça m'intéresse parce qu'on m'en parle du bruit et je ne sais pas comment traiter le sujet et il existe des choses. Donc là, vous arrivez en tant qu'expert et là, vous êtes écouté. Donc il y a plusieurs mots qui reviennent, à plusieurs reprises là depuis, 8 minutes 56 secondes que nous parlons ensemble, Frédéric. Il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, c'est le mot durable et c'est vrai que si je regarde l'intitulé de Zenfil, je le lis, hein, pour pas dire de bêtises: «Solutions acoustiques intérieures durables et innovantes».
Oui, c'est joli, hein. Précisez-moi tout ça, Frédéric. C'est joli. Non, bon, C'est assez beau. tout simplement, Mais ça veut l'acoustique, dire quoi? voilà, je vais expliquer un petit peu. L'acoustique, en fait, quand vous gérez un projet acoustique, il y a deux phases. Il y a une phase expertise acoustique, acoustic consultancy, où là, c'est un expert acoustique qui va faire des relevés sur site, qui va faire des rapports en disant, ben voilà, pour cet espace-là, il faut qu'on installe 10 mètres carrés de tel matériau sur le mur, 10 mètres carrés au plafond. Donc ça, c'est l'expertise acoustique. Nous ne sommes pas acousticiens, donc quand nous sommes appelés pour ce type de projet-là, on travaille en binôme avec un acousticien. Nous sommes un fabricant de solutions acoustiques. Donc, pour imaginer un petit peu le schéma, c'est comme quand vous allez chez le docteur, vous rencontrez le docteur, il vous dit vous avez une angine, et ensuite vous allez chez le pharmacien pour trouver le bon traitement. Donc nous, voilà, nous ne sommes pas le docteur, nous sommes le pharmacien, pour se placer un petit peu dans le business model de l'acoustique. Donc on a décidé, il y a 2 ans et demi désormais, de travailler sur des solutions acoustiques donc qui permettent d'améliorer la réverbération dans les pièces, dans les salles de meeting par exemple, et aussi d'augmenter la confidentialité entre 2 zones, entre 2 bureaux. Essayer de pas, ou en tout cas moins entendre le voisin parler au téléphone. Et pour ce faire, on s'est dit oui, on peut très bien faire des solutions acoustiques, ça existe, etc. Bon, tout le monde fait ça, mais il faut apporter quelque chose de nouveau. Et pour ça, nous avons décidé de sourcer en Chine des matières naturelles. Par exemple, aujourd'hui, on a de la laine de mouton de Mongolie que l'on utilise en laine d'absorption. On utilise des chutes de coconut, de noix de coco, chutes qu'on compresse, etc. C'est un très bon élément acoustique. Donc, on essaie de trouver des matières naturelles ou recyclées pour fabriquer nos solutions et nos matériaux acoustiques. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous connaissiez au départ en matière d'acoustique? Est-ce que ce que vous connaissiez, c'était plus de l'intuition que vous aviez ou des connaissances réelles? En fait, la vie est faite de rencontres. J'adore les gens, j'adore discuter, j'adore échanger. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques acousticiens sur Shanghai internationaux qui m'ont passionné parce qu'ils sont passionnés. Et donc, ça m'a amené à penser des choses. Ils m'ont dit, j'en connais un qui s'appelle Jean-Philippe Delhomme, qui est un bon ami désormais et qui est quand même passionnant parce qui est passionné tout simplement. Et il me dit, tu vois, Fred, on travaille en Chine, on travaille en Asie. On a de plus en plus de demandes pour traiter des sujets acoustiques pour des théâtres, pour des écoles, pour des espaces de bureaux, mais on n'arrive pas à trouver les bons matériaux. Les seuls bons matériaux que l'on trouve, ils sont en Europe, mais une fois arrivés en Chine, ils coûtent 3 fois le prix. Donc, il me dit, moi, je cherche un mec qui est prêt à sourcer des produits, à fabriquer des produits en Chine et qui nous permet d'avoir des produits de qualité à des prix abordables pour le marché chinois. Donc, c'est là qu'on a réfléchi, on s'est lancé en fait sur le marché chinois. Aujourd'hui, on a notre usine à côté de Shanghai avec 20 personnes où on fabrique nos produits et on a 5 personnes qui gèrent la distribution en Chine et donc on vend de plus en plus de produits sur le marché chinois. On commence à se développer également sur le sud de l'Asie. Donc, c'est fait de rencontres en fait. C'est une opportunité qui fait que voilà, il faut arriver à se glisser dans la bonne faille et puis il faut y croire tout simplement. Alors, on va s'échapper quelques instants de l'acoustique, si je puis dire, pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Vous, en l'occurrence, donc, vous l'êtes devenu il y a un petit peu plus de 2 ans. Au départ, est-ce que vous avez fait une étude de marché profonde de ce qu'était le secteur dans lequel vous vouliez vous lancer? Est-ce que dans des pays et des villes aussi énormes que les Shanghai, c'est facile de faire des benchmarks comme ça? Ça a été compliqué Ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que l'acoustique est encore un métier nouveau. Il y a encore une expertise nouvelle sur le marché chinois. Donc, il a fallu comprendre comment est articulé ce marché-là, quels sont les besoins et quels sont les acteurs qui seraient intéressés pour démarrer ce type de business-là. Donc, tout simplement, on a regardé un petit peu ce que faisaient nous, on est tout petits, ce que faisaient les principaux acteurs mondiaux de l'acoustique, qui sont généralement des Européens qui viennent sur le marché chinois. Et ensuite, on a été rencontrer des designers, des architectes, des constructeurs, des entreprises générales, des acousticiens, pour essayer un petit peu de comprendre comment était articulé ce marché-là et comment on pouvait adresser ce marché-là.
Donc, en fait, ça a été compliqué de comprendre qui avait besoin d'acoustique. Mais une fois qu'on avait compris qui avait besoin d'acoustique, ça a été tout simple de venir rencontrer les gens, discuter avec eux. Ils étaient totalement ouverts parce qu'ils avaient des besoins et eux-mêmes avaient des difficultés à s'approvisionner sur ces matières acoustiques parce que faute de délai, on était en plein Covid, donc pour se faire livrer en Chine, c'était très très compliqué. Problème de prix également. Déjà, les matériaux qui arrivaient sur la Chine hors Covid sont des produits forcément avec la livraison beaucoup plus chers que des marchés qui sont des produits qui sont faits sur la Chine. Donc, problème de prix plus délai, on était accueillis à bras ouverts. Alors, on va parler maintenant de la phase purement administrative, juridique de la création d'une société en Chine. On s'entretient à longueur d'année dans le cadre de cette rubrique avec des gens qui ont créé leur entreprise, beaucoup aux États-Unis, mais à d'autres endroits du monde. Est-ce que c'est compliqué de créer une entreprise en Chine, à Shanghai? Non, franchement, c'est très simple. Nous, on a créé une WOFI qui est. Alors, on a créé une société mère, on va être plus simple. Une société mère qui est basée à Hong Kong. Et en fait, on a créé des filiales, une en France, une filiale Zenfil en France qui va sans doute démarrer dans les années et dans les mois à venir. On a une filiale sur le marché chinois donc, qui a été créée à Shanghai. Et on a une filiale qui a également été créée en Malaisie. Donc tout est géré depuis la société mère qui est basée à Hong Kong. En ce qui concerne le marché chinois, pour créer cette filiale, il nous a fallu au total 1 mois et demi de process. Et avec 1 500 € de mise, on a notre société qui est active. Donc, franchement, on a un pays qui, sur ces sujets-là, est assez simple d'accès et assez demandeur, encore une fois, si vous venez avec des solutions nouvelles et qui apportent quelque chose au marché chinois. Si j'étais venu sur le marché chinois en voulant monter une voiture électrique, ça aurait été peut-être plus compliqué parce qu'il y a déjà une centaine de marques de voitures électriques. Mais sur l'acoustique, qui est quelque chose de nouveau et un besoin parce que la Chine appuie fortement sur le confort au travail et à la maison, donc l'acoustique est une partie prenante, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Et on a commencé à faire du business au bout de 2-3 mois, donc c'était très, très rapide. Et l'apport personnel, professionnel de Frédéric Guillou, outre le fait qu'il avait mis de l'argent, qu'il était le créateur, le fondateur de la boîte, est-ce qu'il a porté justement sur ce domaine du marketing et de la communication? Est-ce que vous vous êtes, vous, personnellement, énormément investi là-dedans, peut-être plus que dans le produit lui-même? Exactement. Alors, nous sommes 2 associés. Pierrick n'est pas là aujourd'hui, mais je suis associé pardon, avec Pierrick, qui est un Français également. Et Pierrick est un ingénieur, donc il gère la partie technique. Il a le gros avantage également de parler le chinois, de le lire, de le comprendre. Donc c'est un relais, il fait un travail extraordinaire. Donc lui, Pierrick, tout ce qui Et est vous, pardonnez-moi Frédéric, vous, au point de vue de la langue chinoise, justement, je ne vous ai pas demandé. on va dire, c'est une langue de survie pour moi. Malheureusement, je ne suis pas le plus doué en termes de langue, mais voilà, je peux rentrer chez moi sans problème et je peux me débrouiller. Mais de là avoir une réunion totale et complète avec des clients en chinois, non, ça reste très compliqué, très compliqué. Et vous savez, à Shanghai et dans sa région, l'anglais prédomine. Donc, quand on parle anglais, tout va bien, quoi. Et donc je vous laisse continuer. On avait ce duo où franchement, tout seul, j'aurais pas pu démarrer cette activité-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de technique. Donc, il fallait que je trouve une personne, quand j'ai eu l'idée, qui puisse travailler avec moi en entente totale et qui puisse m'apporter ce côté technique. Donc, j'ai décidé de m'associer avec Pierrick, qui remplit très bien son rôle, qui est un technicien. Donc, il s'occupe de la partie technique, usine, livrer les projets en temps et en heure et en fonction des designs que l'on reçoit. Et moi, je m'occupe de la partie commerce. Qui intègre le marketing et la vente. Donc moi, c'était mon sujet au tout début, de faire en sorte de trouver des personnes qui font du contenu et de rédiger des articles sur les projets que l'on avait, et moi, d'aller voir des architectes, des distributeurs, des designers, pour leur montrer, leur démontrer, leur faire toucher le produit, leur faire aimer le produit. Donc c'était mon côté commercial. Donc on a cette balance entre la technique et le commerce qui fait que pour l'instant on arrive à livrer, on livre environ entre 100 et 120 projets par an.
Alors, on va en reparler un petit peu plus tard. Frédéric, auparavant, vous m'avez dit première année à perte. Est-ce que dans le business plan qui était le vôtre un an plus tôt, vous imaginiez subir une année de perte et finalement une seule année de perte, peut-être? C'est la Chine. C'est la Chine. Si vous arrivez à vous placer sur un marché qui est demandeur, avec des matériaux, vous arrivez à communiquer correctement, vous avez à prouver que vos produits sont de qualité, vous pouvez très vite progresser sur ce marché-là en termes de croissance. Donc, on avait misé la première année en se disant, écoute, on mise tout sur la communication de marketing, on ne se paye pas, on passe en mode entrepreneur, on ne compte pas nos heures et nos gouttes de sueur, et on met le paquet pendant 2-3 ans, et à la limite, on voit ce que ça donne. Et puis si dans 3 ans ça ne marche pas, on trouvera une autre activité pour continuer l'entrepreneuriat. Donc c'est toujours l'idée de départ. Nous sommes encore entre les 2 et 3e année, donc rien n'est gagné, attention, rien n'est gagné. Mais en tout cas, l'accueil du marché depuis 2 ans est très positif. Et, et d'ailleurs, d'autres marchés comme le sud de l'Asie, il y a une forte demande sur ces produits-là. Et j'irai bientôt en Europe pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur le marché européen. Je ne doute pas que sur le marché européen, ces produits-là soient également un bon accueil. Donc, première année à perte, on a commencé à faire un petit bénéfice la deuxième année d'exercice, donc fin d'année, un tout léger bénéfice, mais c'est déjà quelque chose de très important pour nous et qui était un petit peu en avance par rapport à nos prévisions parce qu'on avait imaginé une bascule à un point mort à 3 ans. Donc on est un petit peu en avance par rapport aux prévisions qu'on s'était fixées. Alors justement, on va, si vous le voulez bien, évoquer quelques chiffres donc sur le nombre de personnes. Tout à l'heure, on en a parlé très, très fugitivement. Le nombre de personnes, la croissance en termes de pourcentage, croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat. Si vous pouvez nous donner quelques chiffres, Frédéric, qu'on voit un petit peu, qu'on se rende compte, qu'on puisse mesurer ce qu'est Zenfil aujourd'hui. On a la première année, donc 2020, nous avons réalisé 70 projets. Alors, on a différents types de projets. Alors, un projet, ça peut aller on va parler, j'essaie de parler en euros, de 1 000 € jusqu'à 50 000 €. Les plus gros projets, et on a fait environ 70 projets. Le type de projet que l'on a plus adressé, ce sont les espaces de bureaux, où dans les bureaux, vous avez des endroits open space qui sont très demandeurs en acoustique, les salles de meeting où on veut du confort également, les salles de top management qui veulent également avoir de la confidentialité. Donc on adresse ce genre de choses-là. Donc c'est 70% du business se fait toujours sur les projets de bureaux. On a également une partie qui est importante sur le F&B, tout ce qui est, je dirais, les restaurants, les boulangeries, où certains veulent offrir un moment de confort agréable à leurs clients. On travaille pas mal sur le F&B. Des salles de sport également, des marques comme UFC. On a fait des premiers sport centers sur Shanghai, des sport centers un peu green, où la qualité d'air est mise en avant, l'acoustique est mise en avant. Des écoles, de plus en plus d'éducation, où là c'est important également pour les enfants d'avoir, et les profs bien sûr, d'avoir des salles qui soient acoustiquement agréables. Il y a le théâtre, il y a les piscines, il y a les salles de musique également. Donc, on va dire 70% d'espace de bureau, 10% éducation, 10% F&B et 10% autres. On a même été jusqu'à faire de l'acoustique dans les KTV. Vous savez, ces fameux endroits où vous allez avec vos amis boire 2 ou 3 bières et chanter à tue-tête du karaoké. Donc, voilà comment se décompose la typologie des projets. Donc, 70 projets la première année pour un chiffre d'affaires de 500 000 €. Fin 2020. Et la deuxième année, on est monté à 120 projets. Donc fin 2021, on a fait 120 projets et on a atteint 850 000 € de chiffre d'affaires la première année. La deuxième année, pardon. Donc là, fin 2021, uniquement sur le marché chinois. Depuis 2021, nous avons ouvert 3 autres pays, puisqu'on a recruté un directeur des ventes qui est basé en Malaisie, Jai Guinness, qui est basé en Malaisie, qui est notre vendeur représentant pour le sud de l'Asie. Et nous avons désormais 3 nouveaux dealers, un en Thaïlande, un en Malaisie et un au Vietnam. Et on commence à avoir des premières commandes de ces distributeurs sur le marché Sud-Asie. Et cette année, pour les prévisions, on pense atteindre. Alors, il y a eu le Covid, là, pendant 3 mois, on a eu 3 mois de flou, on redémarre tout juste les projets. Et en tout cas, les projets n'ont pas été annulés, les projets ont juste été décalés dans le temps
Donc on est encore sur des bases qui avaient été établies en début d'année. On va atteindre 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net qui oscille entre 13 et 15%. Oui, donc des croissances importantes, hein. J'ai calculé de tête au fur et à mesure que vous me donniez les Oui. chiffres. Première année, augmentation de chiffre d'affaires de l'ordre de 60 ou 65%. Maintenant, vous êtes à 1,2 million, vous étiez à 500 000 la première année, ça veut dire que vous avez plus que doublé votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous fixez maintenant comme objectif, Frédéric? Alors, notre business model, Le il y a monde pas est de à limite. vous. Bah, non, exactement, il faut surtout pas se fixer de limite. Non, non, au contraire. Notre business model, il est très simple. C'est un modèle de distribution, ce qu'on appelle le distributeur. Ici en Chine, on appelle ça des dealers. C'est-à-dire qu'on trouve des partenaires distributeurs sur une zone définie. Et on leur donne l'exclusivité pendant une durée déterminée. Donc aujourd'hui, en Chine, on a 2 dealers, un qui est basé à Shanghai et sa région et un qui est basé sur Shenzhen et qui couvre également Hong Kong. Et on a 3 dealers hors Asie, Vietnam, Malaisie et Thaïlande. Donc, si on imagine dans 10 ans avoir un distributeur par pays, il faudra qu'on revoie un petit peu notre stratégie au niveau de la fabrication. Mais pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où ce produit-là plaît et trouve sa place sur des marchés pays, on se donne aucune limite. Au contraire, au contraire. Le tout, c'est de garder Qu'est-ce que vous ce plaisir, en fait, vraiment ce plaisir. Qu'est-ce que vous préféreriez qu'on dise de vous dans quelques années, Frédéric? Il a bien mené son business, il a fait une belle réussite professionnelle et une belle réussite financière, ou vous préféreriez qu'on dise il a bien sauvé d'une mort certaine les oreilles des Chinois de Shanghai? Ah, ça serait génial, mais je pense qu'on va rester modeste, hein. Déjà, pour moi, pour moi, je parle un petit peu pour moi, je suis un peu égoïste, mais l'entrepreneuriat m'a ouvert plein de portes et m'a enlevé une pression énorme que j'avais en tant que salarié, qui était très difficile à supporter dans un pays qui était très demandeur également. Et donc, je revis depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire que je gère mon temps, je fais du business parce que j'ai envie de le faire avec du plaisir, je rencontre des gens extraordinaires et j'évite de faire du business quand j'en ai pas envie avec des gens dont j'ai pas envie de rencontrer. Et ça, c'est un luxe. Ça, c'est un luxe. Donc voilà pour la partie perso. Après, quand on aura terminé Zenfil, j'espère que ça ne terminera pas, mais si on peut se dire, bah là, on a contribué à offrir aux Chinois ou à d'autres personnes des endroits un peu plus convivial parce que au bout d'une demi-heure dans une salle de réunion, on a pas mal à la tête, parce qu'on n'est pas fatigué, parce que j'entends pas mon voisin qui crie dans son. Ça c'est génial. Et en plus de ça, avec des produits recyclés et biosourcés, je trouve ça hyper intéressant. Alors, on n'a pas révolutionné, on n'a pas une invention, on n'a pas inventé le smartphone, hein, mais ça fait partie, ça contribue au confort de la personne. Et ça, je trouve, de plus en plus avec les périodes difficiles que l'on vit, je trouve ça assez intéressant. Donc oui, si on peut retenir que Zenfil a apporté ce petit côté biosourcé, naturel, tout en apportant du confort pour les oreilles des personnes qui vont soit acheter une baguette, soit enjoy un café, ou alors qui participent à une salle de réunion, c'est quand même super. Donc voilà, modestement, de participer à l'effort commun. Frédéric, il me reste 2 questions que j'ai envie de vous poser. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on s'entretient ensemble. On va légèrement déborder. 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, pour les projets de développement que vous avez notamment en dehors de la Chine, pardon, est-ce que vous envisagez des levées de fonds? Est-ce que vous envisagez de faire appel à des investisseurs? Non, non, parce que je veux être libre en fait. On veut être totalement libre. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le business Zenfil, c'est fait sur fonds propres, sans demande, sans emprunt, sans rien, uniquement avec de la sueur et de l'envie et du réseau, parce que le réseau, c'est la clé de la réussite. Et on n'imagine pas un jour faire de levée ou autre, parce qu'on veut rester maître chez nous et on veut continuer à s'amuser avec notre réseau de distribution, qui sont des gens extraordinaires. Donc, on n'est pas du tout aujourd'hui dans cet esprit-là. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la volonté du moment. La deuxième question, elle n'a rien à voir, mais elle a à voir avec votre personnalité. On en revient à la photo qui est derrière moi. Quand vous m'avez envoyé cette photo, Frédéric, vous m'avez dit
On va faire du vélo 3 fois par semaine avec des copains et à chaque fois, on s'arrête à cet endroit-là pour avoir ce point de vue-là. Nous, ce qu'on voit là, c'est des tours. Ouais. L'écologiste que vous êtes, il est heureux à Shanghai dans cet environnement? Vous savez, je suis arrivé en 2008 à Pékin, j'étais très malheureux. Mais je trouve que la Chine a fait beaucoup d'efforts en 14 ans. Il y a encore beaucoup de travail. Ils ont exclu les industries des grandes villes, ils les ont éloignées. Donc on vit quand même beaucoup mieux. La pollution a quand même extrêmement diminué par rapport au niveau qu'on avait il y a 15 ans. Donc forcément, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux dans une grande ville de 25 millions d'habitants. J'ai été heureux pendant le confinement, pendant 2 mois, parce qu'on entendait les oiseaux revenir. Là, j'étais très heureux. Mais à un moment, faut revenir à la réalité. Donc non, forcément, on n'est pas heureux parce qu'on peut toujours mieux faire. J'ai quand même l'impression que la Chine a pris le sujet au sérieux, même si ça paraît lent. Et ils imposent vraiment des choses drastiques pour les personnes qui polluent. Et ils vont traiter le sujet comme ils arrivent à traiter tous les sujets de manière assez pragmatique. Mais en tout cas, cette photo-là, en tant que cycliste, c'est vrai qu'on a le plaisir tous les matins, enfin au moins 3 fois par semaine, de faire du vélo avec les amis et de s'arrêter ici. C'est la vue sur le Boon et on voit les levées du soleil à 5h30, 6h du matin et c'est une vie magique qui est extraordinaire. Donc même si on voit beaucoup de béton, on vit à Shanghai, donc c'est compliqué de voir beaucoup de verdure aussi. Et si on veut voir de la verdure, il faut faire 2 heures de route, donc on n'a pas trop le choix. Mais en tout cas, on aime bien s'arrêter ici, prendre 5 minutes de pause et contempler la levée du soleil. Moi, je retiens 2 mots dans cette dernière phrase, vie magique. C'est apparemment ce après quoi vous courez et ce que vous semblez avoir trouvé donc ici à Shanghai en Chine. Merci Frédéric d'avoir été avec nous cette semaine Merci beaucoup, Eric. et bonne continuation. Merci bien. Au revoir. Bye. Au revoir. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022 dès aujourd'hui.